Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Les titres en une de ce 13h. L'allocution du vice-président de la République en plénière du débat général de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Tiemoko Melie Kone a prononcé la position de la Côte d'Ivoire sur la sécurité et la paix, l'intelligence artificielle et les réformes de la gouvernance financière mondiale et les changements climatiques. La journée mondiale du tourisme est célébrée ce 27 septembre. En Côte d'Ivoire, le tourisme est fait artisan de paix pour son rôle dans la réduction des inégalités. Tourisme et paix, une thématique associée à la stratégie Sublime Côte d'Ivoire qui intègre bien le développement durable. Et puis la page sport de ce journal avec le début de la Coupe du Monde de Maracana ici en Côte d'Ivoire. La première affiche de cette compétition, le duel Côte d'Ivoire-Belgique. L'engouement des deux équipes est clairement présenté aux conférences de presse d'avant-match. Bienvenue dans ce 13h. Le vice-président de la République participe au débat général de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Tiemoko Melie Kone, dans son discours, a exprimé la vision de la Côte d'Ivoire sur le thème « Agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures ». Le développement de Herman Guivet. Le débat général de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Ouvert à New York, aux États-Unis. Au nombre de délégations venues des 4 coins du monde pour y prendre part, figure la délégation ivoirienne conduite par le vice-président de la République, Tiemoko Melie Kone. Le thème de cette 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures. Une cérémonie d'ouverture marqué par la présentation du rapport annuel d'activité du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans lequel il dépeint un tableau sombre de l'avenir de la planète et invite les dirigeants à agir sans délai. Son constat de l'évolution du monde est le suivant: les divisions géopolitiques continuent de s'aggraver, la planète continue de se réchauffer, les guerres font rage avec l'apparition de nouvelles armes et une résurgence des menaces nucléaires. Face à ces défis sans précédent et qui exigent des solutions mondiales, Antonio Guterres invite les États membres de l'ONU à s'approprier les décisions du sommet de l'avenir organisé en prélude au débat général pour notamment réformer l'ONU et revitaliser le multilatéralisme. Premier intervenant sur la liste au cours du débat général, le président brésilien Lula da Silva. Pour lui, la réforme de l'ONU s'impose pour mieux affronter les défis actuels et futurs. Il exhorte ses pairs à ne pas attendre une nouvelle tragédie mondiale, à l'image de la Seconde Guerre mondiale, avant de mettre en place un nouveau modèle de gouvernance. Notons qu'en marge de la plénière du débat général, le vice-président de la République, Tiemoko Melie Kone, a procédé au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara, à la signature de l'accord se rapportant à la Convention de l'ONU sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Et le débat général se poursuit à l'ONU jusqu'au 30 septembre prochain, ce qui offre l'opportunité aux États d'échanger sur leurs intérêts communs avec des perspectives pour préciser leur coopération. Le vice-président de la République, Tiemoko Melie Kone, a rencontré dans ce cadre le vice-président de la République, donc le président de la République de l'Angola et aussi le président de la République de Maurice. Herman Guivet rapporte les échanges. Le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Angola, au cœur des échanges entre le vice-président de la République, Tiemoko Melie Kone, et le président angolais, son Excellence João Lourenço. Au cours de cet échange avec le vice-président de la République, Tiemoko Melie Kone, le président angolais, João Lourenço, a réitéré ses vifs remerciements au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour la qualité de l'accueil qui lui a été réservé à l'occasion de la visite officielle de 72 heures qu'il a effectuée en Côte d'Ivoire en juin 2024. Les deux personnalités se sont réjouies de l'excellence des rapports de coopération qui existent entre leurs pays, occasion pour eux de passer en revue la mise en œuvre des décisions bilatérales issues de cette visite officielle. En marge du débat général de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, le vice-président de la République, Tiemoko Melie Kone, s'est également entretenu avec le président de la République de Maurice, Prithviraj Rupun. Le président de la République de Maurice s'est félicité de la qualité des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire et a évoqué la nécessité pour les pays africains de renforcer leur coopération et réfléchir davantage ensemble pour relever les défis et mieux contribuer au développement du continent.
L'actualité sur le territoire ivoirien, c'est aussi la célébration officielle de la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. La Côte d'Ivoire met tout en œuvre contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Et le résultat se fait voir par la baisse significative du taux de prévalence nationale qui passe de 39 à 21,6%. Des chiffres annoncés par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, militante des droits des enfants. On le voit dans ce point. Militante des droits des enfants, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, participe à la célébration officielle de la Journée mondiale contre le travail des enfants. Une célébration pour sensibiliser le public et à appeler à des actions concrètes pour l'éradication du travail des enfants. Instituée depuis 2002 par l'Organisation internationale du travail, les institutions partenaires dans la lutte reviennent sur les actions menées sur le plan international et national pour éliminer ce phénomène. L'événement de ce jour consacre la célébration du 25e anniversaire de l'adoption de la Convention 182 de l'OIT sur les pires formes du travail des enfants. Cette convention a été, en 2020, la première convention de l'OIT à être universellement ratifiée, c'est-à-dire ratifiée par tous les pays du monde. Cette ratification universelle a permis de renouveler le momentum et d'attirer encore une fois l'attention de l'opinion publique sur l'ampleur du travail des enfants et d'appeler à des actions concrètes en vue de son élimination. La Côte d'Ivoire se distingue parmi les pays de la sous-région par sa volonté politique, son appropriation nationale, ses innovations porteuses et les nombreux partenariats entre acteurs publics et privés pour lutter contre ce fléau. Madame la Première Dame, le travail des enfants au niveau mondial est en hausse pour la première fois depuis 20 ans. Contrairement aux tendances mondiales, la Côte d'Ivoire montre des progrès grâce aux efforts du gouvernement. Pour le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, plusieurs projets ont été réalisés pour mettre fin à cette pratique. Des actions à mettre à l'actif de la Première Dame, par ailleurs président du comité de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. La volonté politique manifeste du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, et le leadership de la Première Dame, Mme Dominique Ouattara, ont permis au gouvernement, aux parties prenantes, de construire les dispositifs et les mécanismes opérationnels visant à lutter très efficacement contre ce phénomène. Nous pouvons ainsi nous réjouir de ce que la lutte contre le travail des enfants soit une vraie réalité à succès dans notre pays. Dans sa politique de lutte contre le travail des enfants, la Côte d'Ivoire a fait le choix d'une approche humaniste, basée sur des stratégies d'intervention ciblées et surtout la participation inclusive et collaborative de l'ensemble des parties prenantes. Sous des acclamations bien nourries, la Première Dame de Côte d'Ivoire annonce une baisse significative du taux de prévalence nationale du travail des enfants. Selon l'analyse comparative des données et des enquêtes à indicateurs multiples, MICS, et de l'enquête démocratique et de santé, EDS, la Côte d'Ivoire a enregistré une baisse significative du taux de prévalence nationale du travail des enfants entre 2012 et 2021, passant de 39% à 21,6%, soit une baisse de 18 points de pourcentage. Dans le secteur spécifique du cacao, selon l'étude de NORC de l'Université de Chicago, réalisée en 2019, le travail des enfants a été réduit de 32% entre 2014 et 2019 dans les communautés productrices de cacao qui ont bénéficié d'actions intensives de remédiation. Dominique Ouattara réaffirme également son engagement à lutter contre toute forme d'exploitation des enfants. En ce qui me concerne, je souhaiterais exprimer, à l'endroit de tous les enfants vivant en Côte d'Ivoire, ma ferme volonté de continuer d'œuvrer pour leur bien-être ainsi que pour leur droit à l'éducation et à la santé. Ma priorité reste de les protéger contre les violences sous toutes ses formes. C'est pour chaque enfant de Côte d'Ivoire que je me suis engagée à lutter pour que la traite, l'exploitation et le travail des enfants ne soient plus des obstacles à leur épanouissement.
Un engagement qui démontre la volonté de la Côte d'Ivoire de créer un avenir sans travail des enfants en alignement avec l'objectif mondial d'éliminer le travail des enfants d'ici 2025. Il s'agit surtout pour la première dame d'œuvrer pour le bien-être et l'épanouissement des enfants. Le reportage de Davis Oyo qui présente bien l'engagement de la première dame Dominique Ouattara sur le respect des droits des enfants en Côte d'Ivoire. Et dansé par Kandia Camara, le maire de la commune d'Abobo, qui aide à la scolarisation des enfants en offrant 50 000 kits scolaires et des prises en charge, une action sociale que rapporte Walter Amadou Ouattara. Communion parfaite entre le maire Kandia Camara et les écoliers du groupe scolaire municipalité d'Akekwa dans la commune d'Abobo. Cette joie, à travers ces retrouvailles bien animées, se justifie par une remise de kits scolaires aux écoliers du CP1 au CM2. C'est une action de solidarité de la part de l'équipe municipale afin de soutenir les parents dans la scolarisation de leurs enfants. Nous venons de procéder à la remise de 50 000 kits scolaires aux élèves du primaire d'Abobo d'un montant de 250 millions de francs CFA. Pour nous, les enfants en âge d'aller à l'école doivent y aller dans de bonnes conditions, sans discrimination aucune. Nous sommes dans la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et du gouvernement. Mes chers enfants, les kits scolaires que vous venez de recevoir sont une incitation à bien travailler à l'école. Vous êtes d'accord avec moi? Ce message semble bien perçu par les bénéficiaires qui promettent d'être des apprenants studieux et faire honneur à la commune d'Abobo. Je suis en classe de CP2. Je suis contente d'avoir reçu ce kit. Je vais bien travailler à l'école et mes parents seront fiers de moi. Moment captivant de cette remise de kits scolaires à Abobo, c'est cette séance de sensibilisation des populations sur la bonne utilisation des bouteilles de gaz domestiques, surtout en cas de dysfonctionnement afin d'éviter des incendies. Les actions sociales se multiplient en cette période de rentrée scolaire. Dans le département de Danané, les élèves de la localité de Zouple reçoivent des kits scolaires et sont encouragés à produire de bons résultats. Carmel Dia. Au pied de la montagne, le village de Zouple, à 65 km de Danané. Cette localité du sud-ouest de la Côte d'Ivoire a connu une ambiance particulière avec la remise de plus de 100 kits scolaires aux élèves de 9 villages de la sous-préfecture de Dalleux. Je suis très heureuse en ce jour de recevoir vraiment des kits pour mon enfant et je remercie beaucoup les initiateurs de cette cérémonie, ceux-là même qui ont bien pensé à nous les parents et à nos enfants. Nous leur disons vraiment merci et que ça continue comme ça. Des diplômes d'excellence ont été également remis aux élèves ayant obtenu les meilleurs résultats au cours de l'année scolaire 2023-2024. Tout ceci pour créer une saine émulation en cette nouvelle année scolaire, selon la Fédération des associations des jeunes du Yézé. Nous avons vraiment voulu que nos petits frères qui étudient dans ces difficultés, dans ces conditions difficiles, vraiment qu'on initie quelque chose à leur endroit pour aussi les motiver et aussi être comme les enfants des autres. Parrain de la cérémonie, Dro Joël Diomondé a eu des mots d'encouragement et de motivation pour les élèves. Nous avons beaucoup d'élèves qui sont très brillants, des étudiants qui sont très brillants et qui sont là, personne ne sait. Il fallait quand même les honorer, leur dire de continuer comme ça, parce qu'au bout de l'effort, il y a la récompense. Je pense qu'en le faisant, c'est non seulement les booster, dire à ces enfants-là que c'est vrai que nous sommes dans une zone enclavée, mais ils peuvent compter sur le soutien de l'aide cadre, les enfants, les fils du département, et les fils même de la région. Après cette cérémonie de remise de kits scolaires, le parrain a promis d'offrir un établissement dans le village de Glangleux pour faciliter l'accès à l'école aux enfants de la localité. Le tourisme artisan de paix en Côte d'Ivoire. Le pays célèbre ce 27 septembre la journée mondiale du tourisme sous le thème Tourisme et paix. La Côte d'Ivoire réaffirme ainsi son engagement à faire du tourisme un vecteur de cohésion et de développement durable. Patricia Omouitia. Cette année, l'Organisation mondiale du tourisme a choisi le thème Tourisme et paix dans le but de souligner le rôle vital de ce secteur dans la promotion de la paix et de la compréhension entre les nations et les cultures.
En Côte d'Ivoire, ce thème est particulièrement pertinent au regard des crises qu'a traversé le pays et qui ont affecté son image au plan international. La Côte d'Ivoire se présente aujourd'hui comme un exemple de paix, un modèle achevé de paix après une période de balbutiement due à des crises que le pays a connues, s'est résolument engagé sur la voie du progrès et de la construction d'une paix durable, que le président et son gouvernement travaillent inlassablement à bâtir une économie prospère reposant sur plusieurs triptyques dont le tourisme occupe une place essentielle dans ce dispositif. La célébration de cette journée sera donc une occasion de montrer au monde les efforts consentis par le gouvernement ivoirien de promouvoir la destination Côte d'Ivoire comme un modèle de résilience. La célébration officielle de la Journée mondiale du tourisme au plan national aura lieu précisément en date décalée le 31 octobre 2024 dans la région du Kélogo, précisément dans la ville de Kong. Nous invitons tous les Ivoiriens à nous retrouver à cette occasion afin de célébrer la paix et de célébrer la tranquillité d'un peuple en quête de développement et du progrès sans cesse renouvelé au profit de ses concitoyens. Au cours de cette cérémonie, plusieurs activités sont prévues, notamment des conférences et débats, des expositions et des visites guidées. Un autre sujet, à présent, les pays producteurs de cacao demandent à l'Union européenne un délai d'au moins de 2 ans supplémentaires pour se mettre en conformité avec le règlement européen sur la déforestation. À 100 jours de la mise en vigueur de cette loi de l'Union européenne, ils craignent que leur entreprise ne soit prête. La loi interdira la mise sur le marché ou l'exportation depuis le marché européen de produits ayant contribué à la dégradation des forêts après le 30 décembre 2020. Explication avec Jean-Luc Bangbo. La production de cacao représente une source de revenus vitale pour des millions de petits exploitants en Côte d'Ivoire, au Ghana et dans d'autres pays producteurs. L'application immédiate de cette loi pourrait entraîner une chute significative des exploitations, compromettant ainsi les moyens de subsistance de nombreux agriculteurs. Pour ces pays, le cacao n'est pas seulement un produit d'exportation. Il est également un vecteur de développement socio-économique. Un report de la loi permettrait de préserver les revenus des agriculteurs tout en leur offrant le temps nécessaire pour adapter leurs pratiques agricoles. De nombreux producteurs, en particulier les petits exploitants, manquent des ressources nécessaires pour se conformer à ces normes. Un report de l'application de la loi offrirait donc aux pays producteurs le temps d'améliorer les systèmes de traçabilité et de certification, leur permettant ainsi de s'aligner progressivement sur les exigences du marché européen sans être pénalisés. Dans de nombreuses régions, le cacao reste la principale culture de rente. Le report de cette loi donnerait au gouvernement et aux producteurs le temps d'explorer et de développer des alternatives économiques durables comme l'agroforesterie ou d'autres cultures de rente, tout en continuant à soutenir la production de cacao. Loin d'être donc une simple prolongation du statu quo, ce report pourrait être l'occasion d'engager un dialogue constructif en faveur d'une production de cacao durable et équitable. Et avant un retour, pourquoi pas favorable, de l'Union européenne sur cette demande, les acteurs du cacao s'activent à reboiser 300 000 hectares de forêt. Le projet implique 80 000 producteurs de cacao à répartir dans 16 forêts classées de la Côte d'Ivoire. Développement par Sam Conan. Cet atelier du San Pedro fait partie des activités préparatoires du recensement des chefs d'exploitation dans les agroforêts des Rapides Gras, de la Haute-Dodo et du Sio. Un recensement qui s'inscrit dans le cadre du projet d'investissement forestier phase 2, dénommé PIF 2. Le PIF 2 a pour objectif de conserver et accroître le stock forestier, mais aussi améliorer les sources de revenus issues de la gestion durable des forêts pour les communautés qui sont autour de ces forêts. Et le coût du projet, c'est 81 milliards de francs CFA, dont la Banque mondiale finance 74 milliards de francs CFA et 7 milliards de francs CFA pour l'État de Côte d'Ivoire. Environ 80 000 personnes issues des 16 forêts classées de 10 régions du pays sont concernées par le projet de recensement.
Il va y avoir plus de 300 enquêteurs qui vont être déployés simultanément sur ces 3 agroforêts, à la fois pour faire ce que l'on appelle des enquêtes socio-économiques qui composent le foyer, quelles sont les activités principales, le type de revenus, le niveau d'éducation, qu'est-ce que l'on peut trouver sur la parcelle, ce genre de choses. Et puis également un levé géoréférencé, c'est-à-dire un petit peu comme un cadastre. On va faire le tour des parcelles avec le GPS. Ce recensement va permettre d'obtenir une base de données afin de développer des contrats entre les planteurs recensés et les partenaires de mise en œuvre du projet. Aujourd'hui, tout ce qui est fait, nous qui sommes la population, nous ne sommes pas oubliés. Nous sommes à chaque fois associés. Ça, c'est un pas qu'il faut saluer. Je demande à tous les planteurs d'accepter, d'adhérer à ce projet pour que réellement le couvert forestier qui a disparu puisse revenir. D'ici 2025, vous ne pourrez plus vendre le cacao que vous êtes en train de produire. Donc vous devez vraiment adhérer à ce projet pour que votre cacao soit vendu. Le projet d'investissement forestier phase 2 court sur la période de 2022 à 2029. Ce sont à peu près 300 000 hectares de superficie qui sont prévus pour l'agroforesterie. Et le secteur de l'immobilier annonce de grands changements dans sa structuration. La Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire a pour ambition de renforcer les compétences de ses membres. Une formation portée sur 3 axes, la promotion et la gestion immobilière, l'assiette foncière, donc le financement, et les nouvelles techniques de construction. Christ-Ephraim Diomandé et Didier Nguessa. Éviter les effondrements d'immeubles, outiller les acteurs de l'immobilier à de nouvelles techniques de construction, les normes de sécurité et les compétences en gestion de projet. C'est l'objectif mis en place par la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire en vue d'apporter sa pierre à l'assainissement du secteur de l'immobilier et rendre ses membres plus compétitifs. Pour réussir ce challenge, la formation des acteurs s'avère nécessaire. Nous avons mis en avant 2 objectifs, pour ne pas dire 3. Le premier objectif, c'est de créer les conditions pour que les acteurs du foncier et de l'immobilier soient bien. Bien, dans quel sens? Ils soient bien formés pour produire de la qualité en termes de production de maisons, de terrains viabilisés à l'endroit des populations. Tous les acteurs, sans distinction, en tout cas ceux qui sont légalement constitués, même ceux qui ne sont pas encore agréés, mais qui sont légalement constitués, aider toutes ces structures, toutes ces entités à tendre vers l'excellence. La formation permettra de maintenir un niveau élevé de professionnalisme et de performance au sein des entreprises. En tant que syndic, nous avons notre rôle à jouer. Il ne suffit pas de bâtir ces belles cités avec de bons matériaux, de qualité, avec de nouvelles technologies, sans assurer l'entretien des parties. Dubaï est un exemple. Pourquoi pas nous? La Chambre entend mener plusieurs actions à l'intérieur du pays en vue de sensibiliser et de former ses acteurs intervenant dans le domaine de l'immobilier afin de jouer pleinement sa partition dans l'œuvre de l'édification d'une Côte d'Ivoire forte et prospère. Voilà une chambre de métier qui veut mieux paraître, tout comme le secteur des mines qui se donne plus de visibilité avec un magazine mis sur le marché public, un magazine spécialisé sur les mines et qui propose un contenu en anglais et en français, aux mines ou aux mines, selon que vous êtes francophone ou anglophone. On le découvre avec Dangui Dangui. Exploitation de minerais, manganèse, bauxite, diamant, nickel et surtout celle de l'or, dont la production est passée de 13 tonnes en 2012 à 51 tonnes en 2023. La Côte d'Ivoire devient un pays minier et le secteur revendique de plus en plus le statut de seconde mamelle de l'économie ivoirienne. Le groupement des professionnels du secteur minier de Côte d'Ivoire, GPMCI, veut rendre ce secteur réputé assez mal connu plus visible tout en lui donnant de la visibilité. C'est dans cet élan que le GPMCI a créé OMINS, un magazine spécialisé sur les questions de mines. Édité en version française et anglaise pour donner de l'écho aux réalisations, aux défis et aux perspectives du secteur minier ivoirien. Le potentiel minier en Côte d'Ivoire est évident. Avec une contribution de plus de 250 milliards aux recettes fiscales de l'État, et la création de plus de 18 000 emplois directs et 55 000 emplois indirects, nous pouvons affirmer sans ambages que le secteur minier est devenu la seconde mamelle de l'économie ivoirienne. À travers ce magazine,
Nous avons voulu immortaliser ces avancées, mettre en lumière les défis relevés et partagés avec vous, les perspectives prometteuses qui se dessinent dans les années à venir. En une décennie, le nombre de mines industrielles est passé de 4 à 15. Leur représente 93% des permis attribués et selon les chiffres du groupement des professionnels du secteur minier de Côte d'Ivoire, GPMCI. À quelques mois de la fin de l'année 2024, la Jeune Chambre internationale Excelsior, JCI Excelsior, renouvelle son bureau de gestion par de nouvelles perspectives en 2025. Didier Nguessan nous en dit davantage. Pour de nouvelles perspectives. On investit nouveau président de la Jeune Chambre internationale Excelsior de Cocody. Troisième président de cette organisation, il va exercer pour la mandature 2025. Cette organisation est une jeune organisation. Pour nous, il sera primordial de renforcer la capacité par la croissance de nos membres et également les former afin d'être des leaders de demain. Nous avons une très belle équipe, soudée et vraiment collaborative, prête à se donner et à travailler main dans la main afin de pouvoir atteindre nos objectifs qu'on s'est fixés ensemble pour l'année 2025. Le bureau sortant présente un bilan marqué par l'exécution de plusieurs projets. Cette année a été une année particulièrement riche en activités parce que nous avons fait de très belles activités, notamment des activités d'entrepreneuriat axées sur l'agriculture, surtout l'agriculture hors sol, tout ce qui est mécanisme d'agriculture pour pouvoir faciliter la production, faciliter l'entrepreneuriat au niveau des jeunes, puisque essentiellement la JCI Excelsior, par sa particularité, est composée de 80% de jeunes entrepreneurs. 4 nouveaux membres sont admis dans ce club service. Des récompenses sont également décernées à certains membres pour le succès de leur projet. La Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire compte environ 2000 membres répartis dans 63 sections. Nous poursuivons avec l'actualité hors de nos frontières au Soudan. Une importante offensive est lancée par l'armée sur la capitale Khartoum. Des frappes aériennes et des tirs d'artillerie. Des combats acharnés contre les forces paramilitaires rivales. C'est la première offensive majeure de l'armée depuis près de 4 mois pour essayer de reprendre du terrain dans Khartoum, dont une grande partie est toujours sous le contrôle des paramilitaires du général Hemedti. La situation a été exposée d'ailleurs au Conseil général des Nations Unies. Le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée soudanaise, exige la soumission totale des milices pour une paix durable dans son pays. Nous passons à présent au journal du sport. Et nous retrouvons avec beaucoup de plaisir Samuel Metch. Samuel Metch, bonjour. Bonjour Marine. Alors, l'actualité du sport, elle s'écrit déjà par le grand tournoi, la grande compétition de Maracana qui se déroule ici en Côte d'Ivoire. Les préparatifs sont achevés. La coupe débute aujourd'hui ? Oui, la Coupe du Monde de Maracana débute bel et bien aujourd'hui. C'est l'actualité qui cristallise donc toutes les attentions. Aujourd'hui, cérémonie d'ouverture à partir donc de 18h au Palais des Sports de Treichville. Et puis les matchs d'ouverture vont démarrer donc à partir de 19h. L'affiche, c'est la Côte d'Ivoire. Les éléphants maracaniers seront face aux Diables Rouges de la Belgique. Un match comptant pour la poule A. Et puis, il faut le savoir, les éléphants donc auréolés de leurs 9 titres de champion d'Afrique partent favoris sur cette rencontre. Et d'ailleurs, ils sont sur leur sol, les éléphants. Et avec le coach Yobo Sylvain qui promet des étincelles dans ce face-à-face donc face à la Belgique. Et il faut le noter en conférence de presse. Il s'est voulu assez rassurant et puis il a dit qu'ils feront tout pour remporter ce premier match. Les Belges également à la conférence de presse ont jugé que la pression était beaucoup plus sur les Ivoiriens parce qu'ils sont sur leur sol. Le capitaine belge d'origine ivoirienne, il faut le signifier, Tidiane Youssouf, qui est un ancien donc du championnat ivoirien pour avoir évolué à la SEC, au Stella et à l'Africa, promet également donc à tenir tête aux éléphants. Voici pour cette première affiche. Et à côté de cela, nous aurons une deuxième affiche entre le Sénégal et le Burkina Faso. On sait la forte communauté sénégalaise donc à Treichville, également la forte communauté burkinabé en Côte d'Ivoire va se déplacer au Palais des Sports de Treichville pour suivre cette affiche. Et pour tous ceux qui ne pourront pas effectuer le déplacement du Palais des Sports, ils pourront suivre toutes ces rencontres en direct de la 3 parce que la RTI est partenaire de cette Maramonde 2024, la Coupe du Monde de Maracana.
Alors, pour cette année, on voit bien l'athlétisme est star dans les disciplines sportives. Après les Jeux Olympiques, on a le semi-marathon du district d'Abidjan. Et oui, l'athlétisme également avec laquelle va falloir compter comme discipline. C'est l'événement sportif majeur de la Fédération ivoirienne d'athlétisme. Le lancement officiel de la 20e édition du semi-marathon international du district autonome d'Abidjan a eu lieu le jeudi dernier, 26 septembre, dans un grand hôtel au Plateau. Ce sont finalement 25 000 athlètes, dont des Kenyans, des Éthiopiens, des Ghanéens qui sont attendus. Le point avec Moyabi Diabaté. La Fédération ivoirienne d'athlétisme et un groupe ivoirien exerçant dans l'immobilier, les finances et la technologie viennent de conclure un accord. Symbole de ce partenariat, l'organisation du semi-marathon international du district autonome d'Abidjan, dont le lancement a été effectué lors d'une conférence de presse. En guise d'innovation de cette année, nous avons le challenge des communes. Ça veut dire que chaque commune de la ville d'Abidjan aura une équipe. On a dédié aussi ce semi-marathon à la jeunesse. Nous sommes à l'année de la jeunesse, donc avec la jeunesse de Côte d'Ivoire, nous allons aussi les inclure de façon particulière dans ce marathon. Les athlètes inscrits à cette édition 2024 vont se jauger sur les distances de 5, 10 et 21 km le 9 novembre prochain. Les disciplines pratiquées dans le domaine du sport véhiculent des valeurs qui sont chères au groupe, les valeurs de persévérance, d'humilité, du dépassement de soi. Ce sont ces valeurs-là que le groupe prône, véhicule. Alors quand on est dans un domaine qui nous tient à cœur, parce que c'est grâce à ces domaines-là que nous pouvons relever l'excellence dans notre pays. Avant le jour J, les athlètes peuvent continuer à s'inscrire sur le site www.mida.net. Pour cette 20e édition, les organisateurs attendent plus de 25 000 participants avec à leur tête Didier Drogba. Et on aura aussi du football dans la suite de l'actualité du sport. Les éléphants de Côte d'Ivoire se préparent pour les prochaines 3e et 4e journées dans le cadre des éliminatoires pour la CAN 2025. On attend même la liste des joueurs programmés pour ces journées-là cet après-midi. C'est clair, cet après-midi à partir de 15h, le sélectionneur Faye Emers sera face à la presse pour dévoiler la liste de son commando pour affronter la Sierra Leone en match aller et retour. Il faut rappeler, les éléphants sont premiers pour l'instant du groupe G avec 6 points bien remplis pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025. La Côte d'Ivoire sera face à la Sierra Leone le 11 octobre déjà à San Pedro, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, et le 15 octobre ce sera à Monrovia au Libéria, la Sierra Leone face à la Côte d'Ivoire. Faye Emers va dévoiler cette liste, mais déjà cette information de Simon Adingra, blessé au mollet, pourrait être absent de cette liste. Quelques supporters sont déjà quelque peu déçus, mais il faut attendre de voir ce que Faye nous réserve. On pourrait aussi noter les retours de Seko Fofana et Sébastien Haller. Voici pour l'essentiel des informations qui circulent en ce moment dans les couloirs. Et à 15h, Faye Emers nous donnera l'effectivité de cette liste. On pourra enfin en savoir un peu plus et comprendre comment il compte aborder ces 3e et 4e journées des éliminatoires. Et qu'en est-il de la programmation de la Ligue 1 ? Au niveau de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire, ça bouge énormément également. Des matchs sont prévus samedi et dimanche. Ligue 2, nous aurons samedi USC Bassam à 18h face à Sangon FC. Les matchs seront vus en direct sur RTI 2 parce que sur la 3, on parlera énormément de la Coupe du Monde de Maracana. La Ligue 1 nous donnera cette affiche FC Oza face à Zoman FC dimanche, toujours au stade Robert Champroux de Marcory, et ce match sera vu à 15h30 en direct sur RTI 2. Voici pour le championnat national de Côte d'Ivoire. Il est annoncé en boxe un choc de titans. Ouais, un choc de titans en boxe après les étapes de Koumassi et Abobo. C'est la grande commune de Yopougon qui va abriter la 3e étape du choc des titans. Une demi-finale qui va offrir aux amoureux 6 combats à la place Figayo à partir de 17h demain, samedi. C'est l'événement de boxe qui meuble bien les week-ends en Côte d'Ivoire désormais. Et on aura des combats de poids plume, poids moyen, poids léger, poids lourd, mi-lourd, des poids walter et surtout le grand combat des poids lourds entre Sila Ismaël et Diomandé Lassina, un combat très attendu, et nous vous invitons à partir de 17h à la place Figayo pour suivre le choc des titans qui en est à sa 5e édition, Marine.
Merci Samuel d'avoir déroulé toute l'actualité du sport de cette semaine et des semaines à venir d'ailleurs. Et voilà donc, c'était la dernière note de ce journal traduit pour vous en langue des signes également. Merci de nous avoir suivis. L'information revient sur RTI 1 à 15h.